Bonjour à tous, je suis donc Yves Pell, Senior Advisor du cabinet PwC. J'interviens auprès des coopératives agricoles depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant. Et nous avons choisi aujourd'hui d'aborder un sujet qui évidemment préoccupe beaucoup des grandes coopératives, mais aussi des plus petites aujourd'hui, qui est celle de la relation entre les adhérents et la coopérative. Et ceci donc dans un monde qui change, donc avec des coopératives qui nécessairement abordent ce virage d'un monde qui change, avec elles aussi un certain nombre de modifications opérées, et puis des adhérents qui eux-mêmes ont changé par leur démographie, par le niveau de leurs études, le niveau de leurs compétences, et donc fatalement, par voie de résultante, un changement qui intervient également dans la relation entre la coopérative et l'adhérent. Alors je vous propose de commencer par ce qui a vraiment changé dans le monde et ce qui va continuer d'ailleurs de façonner le paysage agroalimentaire dans les années qui viennent. La première idée qui vient en tête, c'est évidemment celle de la démographie. Nous savons tous que nous serons 10 milliards d'ici une vingtaine d'années. Ceci, évidemment, a pour contribution et comme conséquence une augmentation extrêmement importante des besoins alimentaires dans le monde. Mais c'est aussi la croissance de nouvelles économies avec des habitudes alimentaires, avec des modes aujourd'hui de consommation qui sont différents des nôtres. De plus en plus d'ailleurs, les consommateurs seront éloignés des producteurs, ce qui n'est pas sans poser de questions sur notamment cette relation entre l'adhérent et la coopérative. Un autre phénomène qui aujourd'hui prend de plus en plus d'importance dans nos économies occidentales, mais à peu près partout dans le monde, c'est ce phénomène de l'urbanisation. Urbanisation, cela veut dire qu'aujourd'hui, 70% à peu près des populations vivent dans des villes. Et donc se trouvent éloignés des lieux de consommation, se trouvent même éloignés, je dirais culturellement même, de la production. Et ces consommateurs aujourd'hui sont de mieux en mieux informés et sont de plus en plus attirés par la qualité de l'alimentation. Donc avec des critères qui demain évidemment auront aussi des conséquences sur la relation qui s'établira entre le producteur et le consommateur. Bien entendu, au moment où je parle, les changements climatiques qui affectent notre planète ne seront pas sans conséquences sur les productions agricoles, vous le savez tous. Vous en avez évidemment déjà pris une partie de la mesure, mais je pense que ce phénomène aura d'autres conséquences demain, que ce soit des conséquences sur la gestion bien sûr des ressources naturelles, je vais y revenir, mais aussi sur la gestion d'un certain nombre d'investissements qu'il faudra réaliser pour disposer des semences, pour disposer des fertilisants, pour disposer des nouvelles logistiques qui seront appropriées pour ces nouvelles cultures. Et donc ces changements climatiques seront forcément un élément qui pèsera assez lourdement sur la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire. Et cet ensemble de phénomènes se situe aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler une rupture technologique, avec un certain nombre de moyens nouveaux qui sont mis à la disposition de toutes les personnes, de toutes les parties prenantes dans la chaîne de valeur, en ce qui concerne la relation avec l'alimentation, que ce soit pour l'agriculteur bien évidemment, mais aussi pour toute la chaîne de transformation, et enfin pour le consommateur qui dispose, avec les technologies nouvelles, de bien plus d'informations et bien plus de capacité à partager ces informations avec les autres consommateurs. Alors ces grandes tendances, elles vont, comme je le disais, affecter l'équilibre des ressources naturelles. On peut s'attendre, et le transparent que je projette actuellement vous le montre, on peut s'attendre évidemment à des besoins considérables qu'il faudra servir dans le monde. On parle d'une augmentation de 70% des aliments. Donc c'est dire l'enjeu qui va peser sur notamment les régions qui, comme les nôtres, sont des régions où les conditions pédoclimatiques sont plutôt favorables. Donc on voit bien au travers de ce phénomène que de plus en plus de productions devront se situer dans nos régions et devront ensuite être acheminées vers les centres de production. Car, bien évidemment, tout le monde parle des économies émergentes, on parle de l'Afrique, on parle de l'Asie, mais on sait aussi que demain, la capacité, par exemple, à fournir de nouvelles terres arables n'est que de l'ordre de 5 à 7%, donc très loin de l'objectif d'une augmentation des volumes de produits alimentaires de l'ordre de 70%. Ceci donc dans un contexte extrêmement contraint, puisque, on le sait, les ressources en eau sur la Terre sont des ressources finies, et donc il s'agit pour nous de les gérer au mieux. Et ceci également dans un contexte énergétique où
la pression sera de plus en plus forte pour que demain, les énergies soient produites à partir de modes renouvelables. Donc un contexte et une équation agroalimentaire qui évidemment se complexifient. Alors ceci nous amène évidemment à poser aussi la question de la réglementation, puisque qui dit demain produits alimentaires qui voyageront davantage, dit aussi épouser les règles des pays dans lesquels les produits seront consommés, d'épouser les règles des pays dans lesquels les produits seront élaborés. Et donc ceci pose toute une série de questions. Alors les questions qui viennent le plus communément, ce sont les questions qui tournent autour de ce qu'on pourrait appeler la sécurité alimentaire, c'est-à-dire que tout le monde s'attend à ce que ce que l'on mange aujourd'hui soit d'une qualité irréprochable. D'ailleurs, assez paradoxal de noter qu'aujourd'hui, on n'a probablement jamais aussi bien mangé en termes sanitaires que ce que l'on peut aujourd'hui avoir dans nos assiettes. Et pour autant, les consommateurs restent extrêmement soucieux, restent extrêmement pointilleux par rapport à la qualité de la nourriture. Mais au-delà de ça, on voit bien les problèmes qui ont été posés dans un certain nombre de pays comme la Chine, par exemple, où la qualité des produits a obligé les opérateurs chinois à rechercher des sources d'approvisionnement, dont un certain nombre d'entre elles, d'ailleurs, se trouvent dans nos pays. Donc, la sécurité alimentaire, la traçabilité, voilà des éléments qui vont demain façonner un petit peu plus le monde agroalimentaire. Bien entendu, j'expliquais tout à l'heure que nous sommes aujourd'hui dans un certain nombre de paramètres qui ont pris une dimension mondiale. Ceci veut dire que les produits vont voyager, comme d'ailleurs les consommateurs voyagent. Donc les risques d'épidémie, les risques de maladies qui pourront être transmises par l'alimentation sont évidemment accrus par ces phénomènes et donc ne manqueront pas non plus d'attirer l'attention des gouvernants sur la réglementation qu'il conviendra d'appliquer pour le voyage de ces produits. Si on ajoute à cela toutes les règles et tous les débats actuels qu'on peut connaître déjà sur, par exemple, les OGM, si on regarde également les modifications qui sont intervenues dans les grandes réglementations européennes, notamment la politique agricole commune, avec la disparition progressive de toutes les réglementations sur les prix, notamment les effets de quotas, ce qu'on a connu sur le lait et ce qu'on connaîtra à partir de 2017 sur le sucre, par exemple. Donc avec, au-delà de ces réglementations qui seront modifiées, évidemment toute une série d'interrogations sur ce que seront les comportements des marchés, des acteurs, des consommateurs, mais aussi des producteurs, face à un monde qui sera de plus en plus, en quelque sorte, autorégulé autour de la loi de l'offre et de la demande. Donc, le dernier point, qui n'est pas des moindres et qui est souvent d'ailleurs assez peu traité aujourd'hui, c'est celui du gaspillage. On sait très bien aujourd'hui qu'une des raisons pour lesquelles aussi nous pourrions avoir des difficultés à atteindre l'objectif de production agroalimentaire, c'est précisément le fait que nous avons des marchandises qui sont gaspillées. Alors, pour à peu près la moitié d'entre elles, d'ailleurs, au début de la chaîne de valeur, c'est-à-dire pour des conditions de stockage, des conditions de logistique autour des récoltes, qui font qu'en Afrique, dans un certain nombre de pays, aujourd'hui, on n'est pas capable de préserver les récoltes et donc on perd une bonne partie d'entre elles. De la même façon, nous, dans nos pays occidentaux, et ça représente l'autre moitié du gaspillage, eh bien, notamment à cause de nos règles d'étiquetage, par exemple, nous sommes amenés à jeter des produits qui, pour un certain nombre d'entre eux, ont encore des qualités qui leur permettraient d'être consommés. Alors tout ça a créé un paradoxe, évidemment, parce que, d'une part, on nous demande de produire de plus en plus, mais on voit que l'environnement réglementaire est de nature, demain, à modifier les règles du jeu et donc peut d'un moment à l'autre modifier sensiblement le comportement des acteurs. Alors, au travers de ces changements qui affectent le monde, on mesure bien combien le monde coopératif occidental, le monde coopératif français par exemple, va se trouver affecté par l'ensemble de ces modifications. Et lorsque nous avions interrogé il y a quelque temps un certain nombre de grandes coopératives, nous avions essayé d'évaluer avec elles quels étaient les grands projets sur lesquels aujourd'hui elles faisaient porter leur attention, leurs investissements. Et je dois dire que c'est assez peu surprenant de voir que les coopératives restent pour le moment extrêmement focalisées sur l'amont. Et donc tout ce qui touche à la production, tout ce qui touche à la préservation des ressources naturelles, tout ce qui touche, je dirais, à la première transformation. On peut dire que c'est l'ADN de nos coopératives et c'est ce qui, aujourd'hui, manifestement, reste au centre des préoccupations.
Alors, ceci n'est pas évidemment exclusif d'autres préoccupations. Un certain nombre de ces préoccupations touchent évidemment à l'aval, la capacité donc à transformer les produits et à aller vers les marchés. Et puis un certain nombre de préoccupations qui sont peut-être plus ciblées autour de productions qui, par exemple, viennent de sortir du régime des quotas ou vont sortir du régime des quotas, pour lesquelles on attend de la part des coopératives, ou en tout cas les coopératives se sont emparées du sujet de la volatilité. Alors, sujet difficile à gérer, mais on voit bien aujourd'hui que, par exemple, entre le milieu des années 2000, où on était face à une très grande stabilité du cours des matières premières, on a connu un certain nombre d'années où on a des prix de matières premières qui ont été fortement affectés par la volatilité. Et on a vu qu'en très peu d'années, les coopératives agricoles ont su s'adapter à ces nouvelles règles du jeu et éviter que les producteurs n'encourent des pertes, notamment sur les transactions portant sur les grains ou les céréales ou d'autres matières premières agricoles. Donc on voit bien que les coopératives agricoles, d'une part, sont en éveil sur ces sujets, d'autre part, ont entrepris d'investir et ont déjà pris un certain nombre de mesures correctives. J'ai cité l'exemple des quotas, mais on pourrait en citer d'autres, tout ce qui touche par exemple à la responsabilité sociale et environnementale. On voit bien aussi que dans la préservation des ressources, dans une économie agricole plus sélective, dans une économie agricole plus respectueuse de l'environnement, les coopératives agricoles ont joué un rôle important, et en particulier vis-à-vis de leurs adhérents. Alors, un phénomène qui, évidemment, est un peu inhérent à ce que j'ai dit tout à l'heure, cette mondialisation, elle a des conséquences sur la manière dont les acteurs se comportent. Et on voit bien que pour les grandes coopératives, en tout cas, il y a de plus en plus cette course à la taille. Alors on pourrait se dire, est-ce que c'est simplement pour rivaliser avec la coopérative voisine ? Moi, je ne le crois sincèrement pas. Il y a un certain nombre de raisons objectives qui font qu'aujourd'hui, les grandes coopératives, je parle des grandes coopératives parce que ces mouvements sont visibles, ils sont reportés dans les journaux, etc. Mais quand on regarde le maillage plus fin de nos coopératives en France, on s'aperçoit que cette dynamique en fait, de rapprochement, de partenariat, de fusion, eh bien, elle est à l'œuvre à peu près partout sur le territoire et quelle que soit la taille des coopératives. Mais j'attache un point plus important sur ces grandes coopératives parce qu'elles, quelque part, elles donnent un peu le ton de ce que va être demain l'économie agroalimentaire française, puisque je rappelle quand même que l'économie agroalimentaire française dépend pour 40 à 45% du monde coopératif, donc c'est un gros morceau de notre activité agroalimentaire en France. Et donc, de regarder comment ces grandes coopératives se comportent aujourd'hui est extrêmement enrichissant pour savoir comment l'ensemble des acteurs demain vont devoir se comporter. Alors, pourquoi les grandes coopératives ou pourquoi les coopératives, tout simplement, cherchent-elles à avoir cette course à la taille ? Bon, les éléments sont assez simples à appréhender. On a parlé tout à l'heure de marchés qui se trouvent à l'étranger, donc on a parlé d'internationalisation. Or, chacun sait que internationaliser ces activités est évidemment une démarche qui requiert une mise en œuvre de capitaux. Et donc, les coopératives sont aujourd'hui attentives à essayer de réunir ces capitaux. C'est aussi des courbes d'expérience qui sont longues et qui requièrent de disposer de talents, qui requièrent de disposer de partenariats, de réseaux de distribution. Donc, tous ces investissements sont effectivement extrêmement coûteux. J'ai dit aussi tout à l'heure que les techniques agronomiques évoluaient. Et si on veut faire évoluer tout l'amont en fait, de la coopération agricole, il faut bien aussi qu'un certain nombre d'investissements soient faits, ne serait-ce que pour ne pas laisser simplement le champ libre à des sociétés de semences, ou même si certaines d'entre elles d'ailleurs sont coopératives. Mais je veux dire que les grands acteurs internationaux qui soient dans les semences ou qui soient plus généralement dans les intrants, aujourd'hui, on fait des investissements extrêmement lourds dans l'innovation et dans la recherche-développement, et il ne faudrait pas que le monde coopératif reste totalement à l'écart de cette recherche de l'innovation. Et puis, on a aussi, au travers cette montée de taille des coopératives, je crois qu'on a aussi une manière pour les coopératives progressivement de se désintermédier et de se remettre dans une situation d'un rapport plus équilibré, notamment avec les réseaux de distribution. Donc on peut comprendre tous ces facteurs objectifs qui font qu'aujourd'hui, les grandes coopératives, mais je l'ai dit tout à l'heure également, les plus petites coopératives, sont amenées à engager des processus de rapprochement, de fusion ou de partenariat.
Alors ceci, évidemment, a tendance à modifier la relation avec les adhérents. Alors pourquoi modifier cette relation avec les adhérents? Bon, d'abord pour des raisons qui ne sont pas simplement liées aux coopératives, mais qui sont liées aussi à la nature même des adhérents. Je crois qu'aujourd'hui, un adhérent de coopérative n'a pas exactement la même conscience, la même façon d'agir que son père ou son grand-père qui était lui-même adhérent à une coopérative. On retrouve dans les coopératives, comme un petit peu partout dans les autres organisations, mais c'est assez marqué dans les coopératives, on peut trouver des conflits de génération. Les jeunes agriculteurs ont une vision des choses qui peut être différente des agriculteurs qui sont un peu plus seniors et un petit peu plus installés dans le paysage. On a aussi des changements qui sont, je dirais, plutôt dans la manière de se comporter par rapport à la coopérative. Je crois qu'il y avait une relation avec la coopérative qui était une relation, on va dire, d'exclusivisme pratiquement. Il y a aujourd'hui, mais à l'image de ce qu'on observe partout dans la consommation ou dans la relation des hommes les uns avec les autres, y compris dans les entreprises de type commercial, il y a de plus en plus des accords qui sont plus élastiques, qui donnent lieu à davantage de flexibilité. Donc, la question de la valeur ajoutée, néanmoins, est posée, et on voit bien aussi que les adhérents des coopératives, aujourd'hui, se disent, au fond, je ne veux pas rester enfermé dans une équation qui serait limitée au prix que peut me payer une coopérative par rapport au prix que j'achète mes intrants ou que j'achète mes semences. La question demain pour l'ensemble des adhérents de coopératives, c'est plutôt de savoir comment je peux mieux valoriser mes productions. Et donc, il y a une attente autour de la coopérative pour qu'elle soit en capacité, non pas simplement d'acheter mes récoltes dans des conditions de prix qui soient décentes et qui soient en tout cas au moins équivalentes à celles que je pourrais trouver ailleurs, mais aussi une capacité de la part de la coopérative à valoriser mes produits et à me procurer soit des ristournes, soit éventuellement des dividendes en provenance des filiales qui auront pu être créées sur l'aval de la chaîne de valeur. Donc, tout ceci façonne un monde différent, des relations avec les adhérents qui s'établissent sur des bases qui sont assez différentes. Et évidemment, la coopérative doit prendre en compte cette relation, ce nouveau mode de comportement de l'adhérent. Mais encore une fois, cette relation, elle est aujourd'hui complexe parce que qui dit par exemple internationalisation des coopératives, dit forcément éloignement de ce que l'on appelle l'ancrage local. Or, l'ancrage local, tout le monde sait que c'est en quelque sorte un ADN propre à la coopération en France. Et donc, il y a une difficulté, et cette difficulté n'ira pas en se minimisant dans le temps, à établir le bon équilibre entre cette relation particulière qu'établit l'adhérent avec sa coopérative et le projet coopératif qui devra, lui, couvrir d'autres étapes sur la chaîne de valeur de l'agroalimentaire. Donc, si aujourd'hui on se pose cette question de la place de l'adhérent, c'est qu'évidemment, il est essentiel pour les coopératives de continuer à maintenir l'adhérent au cœur du projet coopératif. Alors, dire qu'on met l'adhérent au cœur du projet coopératif, c'est quand même rappeler d'abord qu'une coopérative, c'est un écosystème. Et que dans cet écosystème, bien sûr, l'adhérent a toute sa place vis-à-vis de la coopérative, mais on sait aussi que dans un monde coopératif, j'ai parlé tout de suite de l'ancrage territorial, il y a d'autres parties prenantes. Ces parties prenantes peuvent être évidemment, par exemple, dès qu'on parle de la coopérative, les salariés de la coopérative, l'ensemble des salariés qui sont à la fois dans la coopérative et dans les filiales de la coopérative, mais ça peut être aussi les administrations locales ou les centres de recherche locaux. On sait bien que la coopération en général est un bon stimulant qui permet un bon catalyseur pour faire fonctionner un certain nombre de centres de transfert, de centres de recherche. On sait aussi que beaucoup de centres de compétitivité en France se sont organisés autour d'un monde agroalimentaire déjà bien établi. Et on sait très bien que ce monde agroalimentaire bien établi en France, il s'est souvent façonné autour de quelques grandes coopératives. Donc, il y a un écosystème, il y a d'autres parties prenantes, il y a évidemment les autorités publiques. J'ai parlé tout à l'heure de la place tout à fait prépondérante qu'ont aujourd'hui les réglementations. Il y a aussi évidemment les clients qui sont une partie des parties prenantes autour des coopératives agricoles. Que ces clients d'ailleurs soient des clients éloignés, à l'international, on en a parlé,
un petit peu moins éloignés, la grande distribution, mais aussi tous ces clients qu'on retrouve aujourd'hui autour des systèmes locavores, donc aussi autour des systèmes plus locaux, où les coopératives cherchent à mettre en valeur cette relation privilégiée qu'elles ont avec leurs adhérents. Donc, reparler de la relation de l'adhérent avec la coopérative, c'est ne pas méconnaître l'ensemble des autres parties prenantes qui sont aujourd'hui autour de la coopération. Alors pour autant, la coopérative, je l'ai dit tout à l'heure, elle est obligée d'être en mode de réaction par rapport à un certain nombre de grandes tendances que nous avons abordées au début de cette conversation. Alors, dans ces grands enjeux qui portent aujourd'hui les projets coopératifs, il y a évidemment celui de la taille, j'en ai déjà parlé, je ne m'y attarde pas davantage, il a évidemment comme fonction la croissance, il a comme fonction la visibilité de la coopérative, il a comme fonction la désintermédiation, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc la capacité de sortir d'un monde où le rapport de force n'était pas favorable à la production agricole et à la production agroalimentaire de la part des coopératives agricoles. Il y a donc ce deuxième enjeu des marchés émergents. Vous voyez bien au travers, on assiste à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé il y a quelques années. Quand vous voyez qu'un Chinois comme Sinutra, par exemple, vient investir au cœur de la Bretagne pour fabriquer des produits, donc du lait en poudre en l'occurrence pour des enfants, qui sera réexporté exclusivement en Chine, on a là vraiment de nouveaux cycles, de nouvelles transactions qui jusqu'à ces dernières années n'étaient pas connues en tout cas. Donc il faut que demain, les coopératives, comme donc Sodial dans le cas de Sinutra a pu le faire, eh bien, les coopératives abordent cette question des marchés émergents pour pouvoir se donner la possibilité de s'ouvrir vers ces mondes de consommation nouvelles, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, l'augmentation de la population, l'accroissement des besoins alimentaires viendra avant tout d'autres territoires que nos territoires. Donc la question de l'intégration des matières premières, je pourrais prendre un exemple très simple en vous disant que vous imaginez une marque comme Florette, par exemple, qui donc appartient au groupe Magrial. Il serait difficile d'imaginer que cette société, cette marque, Florette, ne vende ses produits que pendant 3 mois ou 4 mois, pendant lesquels on a de très belles salades en Normandie. Bien entendu, le groupe Agrial a été amené à s'intégrer et donc à rechercher des sources d'approvisionnement qui lui permettent d'entretenir les rayons des supermarchés pendant toute l'année. Donc cette question de l'intégration restera une question absolument prégnante pour les grandes coopératives. De la même façon, je viens de citer un cas, je viens de citer Florette, mais je pourrais citer une dizaine ou une centaine d'autres cas où les coopératives ont fait l'investissement des marques, et c'est évidemment un bon investissement, mais c'est un investissement coûteux. Et donc il faut savoir que l'investissement dans le marketing demain sera un investissement coûteux et se fera sans doute dans des allocations de ressources qui seront peut-être au détriment d'autres investissements. L'innovation, j'en ai parlé tout à l'heure, et ce qui fait aussi la force du monde coopératif, c'est ce qu'on appelle l'approche inclusive, c'est-à-dire la capacité pour les coopératives à travailler avec tout leur écosystème. Je l'ai décrit il y a quelques minutes, je n'y reviens pas, mais ce point-là est absolument essentiel dans la différence coopérative. Alors, si aujourd'hui on pose la question à des adhérents ou à des investisseurs, on leur dit « mais vous percevez comment les coopératives ?» On voit bien aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'adhérents qui sont bien sûr inquiets de savoir que leur coopérative pourrait ne plus maintenir cette relation privilégiée qu'elle entretient avec eux. De la même manière, on trouve aussi des adhérents qui réagissent en disant « moi je suis content, ma coopérative investit dans l'aval, elle va créer de la valeur ajoutée, et ce que je ne touche pas peut-être autant que j'aimerais autour du prix aujourd'hui, eh bien je l'aurai peut-être avec des compléments de prix, ou je l'aurai peut-être également avec les dividendes qui seront remontés des filiales qui seront sur les parties les plus aval de la chaîne d'approvisionnement. » Donc on voit bien qu'il y a parfois des antagonismes, parfois des relations d'équilibre à gérer, et évidemment c'est toute la question qui est posée aujourd'hui aux dirigeants des grandes coopératives, et quand je dis dirigeants, je m'adresse là à toute la gouvernance, c'est-à-dire les administrateurs d'une part, mais aussi les dirigeants salariés des coopératives, qui doivent se soucier demain de trouver un équilibre pour pouvoir permettre au projet coopératif de s'épanouir tout en maintenant la richesse de la relation avec l'adhérent. Alors, 3 illustrations pour terminer cette présentation. Une première illustration au travers des technologies. Bon. La question qui se pose aujourd'hui pour les coopératives, c'est comment se situer dans ce grand enjeu qui touche l'ensemble de la chaîne agroalimentaire, comment se situer, donc comment se relégitimer d'une certaine manière vis-à-vis des adhérents sur cette chaîne des nouvelles technologies.
Est-ce que c'est d'être présent sur les technologies vertes, par exemple? Est-ce que c'est d'être présent dans toutes les nouvelles techniques agronomiques et donc d'aider les agriculteurs à s'approprier ces nouvelles techniques agronomiques? Est-ce que c'est dans ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à utiliser toutes les données qui existent sur les marchés, mais qui existent aussi au travers de toutes les relevés techniques qui ont été faits depuis des dizaines d'années? Donc, on voit bien que la coopérative a là un grand enjeu et que si elle veut retrouver ou si elle veut enrichir sa relation avec les adhérents, les technologies sont probablement un sujet sur lequel elles doivent travailler. Deuxième sujet ou deuxième illustration que j'ai choisi, c'est celui de la stratégie. Aujourd'hui, poser sa stratégie, c'est d'abord mobiliser ses ressources, c'est d'abord faire des choix et c'est donner de la clarté, de la lisibilité au message coopératif. Je pense qu'aujourd'hui, une coopérative qui définit et qui formalise sa stratégie, elle a le moyen d'embarquer d'abord ses salariés, mais aussi ses adhérents et toutes ces parties prenantes. En fait, aujourd'hui, ce qui fait qu'un investisseur financier, par exemple, va s'intéresser à des projets coopératifs, eh bien, c'est tout simplement qu'il va leur trouver une certaine lisibilité, une certaine cohérence, et qu'à ce titre, il considérera que la coopérative est un projet digne d'être financé. Donc, pour moi, la formalisation d'une stratégie dans la coopérative est un excellent moyen de fédérer l'ensemble des équipes et de retrouver les adhérents qui, finalement, vont comprendre à quoi servent leurs efforts, à quoi servent les investissements qu'ils ont réalisés, ceux-ci se trouvant maillés dans une chaîne dans laquelle la coopérative aura démontré la pertinence des choix qu'elle aura faits. Dernière illustration que je voulais retenir, c'est celle du financement. On a évoqué un certain nombre de grands enjeux pour les coopératives, donc la réussite de ces grands enjeux passe par des moyens financiers. On sait aussi que les coopératives, historiquement, n'avaient pas des performances financières peut-être aussi solides ou en tout cas aussi fortes que certaines sociétés de type traditionnel. Bon, ceci a largement changé ces dernières années parce que la taille des investissements a justifié de la part des coopératives donc un certain nombre d'améliorations qui sont venues d'ailleurs par des talents qui ont rejoint les coopératives, mais aussi par des améliorations au travers d'un certain nombre d'investissements, de productivité, d'amélioration de process, d'affinement de la valeur ajoutée, de marques, j'en ai parlé tout à l'heure, qui se sont traduits dans les performances économiques des coopératives. Donc demain, si on veut attirer des financiers, il faudra aussi que le pacte constitué entre la coopérative et ses adhérents soit extrêmement solide. Et je pense que les investisseurs sont très attachés à la cohérence d'un projet. On voit bien aujourd'hui que la plupart des grandes coopératives ont maintenant créé des structures holding qui leur permettent de porter les investissements qu'elles font dans les filiales d'aval. Dans ces holdings, c'est la possibilité qu'elles s'offrent d'intégrer des investisseurs. Et d'ailleurs, dans ces investisseurs, on retrouve, les exemples commencent à se multiplier en France, on retrouve des adhérents qui ont souhaité perpétrer leur investissement ou en tout cas l'enrichir au travers un mode différent dans les installations ou dans les holdings d'aval qui ont été développés par les coopératives. Donc je pense que c'est une illustration supplémentaire des opportunités qui sont données aux adhérents de se rapprocher encore un peu plus du projet coopératif. Donc 3 illustrations, les technologies, le financement des coopératives et la formalisation d'une stratégie. Alors tout ça pour aboutir au fait qu'une coopérative reste une coopérative. Et pour qu'elle reste une coopérative, il faut que les points qui en font son ADN, je l'ai évoqué plusieurs fois, restent toujours présents. Et en quoi ça consiste l'ADN d'une coopérative? C'est d'abord être extrêmement proche de la production. Et donc cette intermédiation, cette relation particulière avec le producteur, elle est absolument déterminante, elle est un levier de valeur pour demain. Deuxièmement, c'est les valeurs humaines. Je ne l'ai pas dit suffisamment depuis le début de cet exposé, mais ce qui caractérise les coopératives, ce sont les valeurs humaines. Et on doit retrouver dans le mode de fonctionnement, dans la gouvernance, dans toute la relation qui s'établit autour du monde coopératif, ces valeurs humaines. Il faut aussi penser long. À la différence d'autres acteurs sur le marché, les coopératives ont généralement la possibilité de penser plus long. Il n'y a pas d'attente de la part des investisseurs d'avoir des retours sur investissement aussi courts que ce qu'on peut observer ailleurs. Donc, il faut profiter de cette possibilité. Les coopératives ont la possibilité de situer leurs enjeux à 5 ans, à 10 ans. Et c'est une possibilité qui, normalement, doit leur donner des opportunités plutôt que des handicaps.
Il faut travailler avec tous les acteurs. Je l'ai dit tout à l'heure, les coopératives sont et vivent dans un écosystème. Il faut continuer à entretenir cet écosystème et c'est sans doute un des leviers sur lesquels les coopératives peuvent là aussi engager la différence. Et puis, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, les consommateurs seront de plus en plus vigilants, ils sont de plus en plus urbains, ils connaissent de moins en moins les enjeux agricoles, mais ils seront extrêmement, comment dirais-je, vigilants sur ce qu'ils consomment demain. Et les coopératives ont une vraie possibilité d'aller, non pas d'ailleurs de la fourche à la fourchette, mais plutôt de la fourchette à la fourche, ce qui est le vrai enjeu pour demain finalement. C'est d'avoir des consommateurs qui choisissent des aliments et donc se donner la possibilité de servir demain les aliments qui seront recherchés par les consommateurs. Donc voilà, voilà ce que je souhaitais vous dire en préambule de cette discussion. Sur ce que devraient être demain les relations entre les coopératives et les adhérents, dans un monde qui, je le rappelle, est en profond changement. Donc, on n'a pas fini de bouger. Je crois que ceux qui rêvent d'un immobilisme ou de ce qu'on a peut-être connu il y a une vingtaine ou une trentaine d'années font fausse route. Nécessairement, demain, les choses continueront de changer et de bouger. Donc, il faut se mettre en capacité d'épouser ces changements et de traduire ce qui, pour certains, apparaît comme des menaces en opportunités. Alors maintenant, je vais prendre vos questions. Une question qui vient, quand est-ce qu'on réussit mieux sa relation avec les adhérents et quels sont les facteurs qui font qu'on la réussit mieux qu'ailleurs? Alors j'ai parlé tout à l'heure de la communication. Et moi, je pense que la communication est importante. La communication, alors, bien sûr, la communication interne, puisqu'on parle de la relation de l'adhérent avec la coopérative, mais j'insiste beaucoup, pour moi, la communication de la coopérative, elle doit se faire sur un ensemble plus large qui comporte tout l'écosystème. Et donc, dans cette communication interne avec les adhérents, il faut qu'il y ait aussi cette communication avec les salariés et avec tout l'écosystème. Et la perception de la coopérative, la perception de l'adhérent doit être « je suis fier de faire partie de ce monde, je suis fier d'appartenir à cette coopérative ». Je pense que c'est une des façons de mieux faire passer le message coopératif. Ça passe aussi par, évidemment, le couple président-conseil d'administration avec la direction générale, puisqu'on sait bien que le conseil d'administration est quand même un organe qui a vocation à diffuser la stratégie de l'entreprise, à diffuser la vision coopérative. Et donc cet emboîtement, cette relation, cette articulation entre le conseil d'administration et la direction est absolument indispensable pour réussir à mieux intégrer les adhérents dans la vie coopérative. Alors, question de savoir si les coopératives ont intérêt à investir dans le foncier, sachant que demain, les agriculteurs auront des difficultés. Je trouve que cette question n'est pas suffisamment posée. Et en effet, la question du foncier va se poser de plus en plus parce que les agriculteurs devront distraire une bonne partie de leurs ressources pour investir dans le foncier et ça ne sera pas bon parce que ce sera au détriment du renouvellement de l'outil, ce sera au détriment éventuellement de la relation avec la coopérative. Je crois simplement que ça n'est pas aux coopératives de faire l'investissement dans le foncier. Je pense qu'il faut créer des techniques, il faut réfléchir à l'ingénierie qui permettra aux adhérents des coopératives de mieux gérer cette difficulté liée au foncier. Mais il me semble que la principale innovation, s'il devait y en avoir une, ou la principale solution, devrait venir tout simplement des supports qui sont actuellement utilisés aujourd'hui pour gérer l'épargne de l'ensemble des Français. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de l'épargne qui est engagée sur des contrats d'assurance vie. Beaucoup de ces contrats d'assurance vie sont en euros. On sait aujourd'hui que les taux d'intérêt sont extrêmement bas. On pourrait imaginer qu'une partie de cet argent qui est investi dans des contrats en euros soit investi par exemple dans du rachat ou du portage de foncier, qui donne la possibilité donc à un agriculteur qui s'installe de ne pas avoir la difficulté première d'avoir à financer immédiatement l'intégralité du foncier, mais de retrouver à ses côtés une structure qui assurerait le portage et qui lui donnerait évidemment la possibilité, quand il en aura les moyens, de se porter acquéreur si bien entendu il le souhaite. Donc voilà, moi je pense que c'est plutôt
au travers de ce type de réorientation de l'épargne qu'on trouvera des solutions. Les coopératives devant elles se focaliser sur l'ingénierie de ce type de système, mais pas tellement sur l'utilisation de leurs ressources pour acheter du foncier. Alors, une question qui revient souvent, c'est comment on peut concilier l'internationalisation d'une coopérative avec la situation des adhérents. Les adhérents, évidemment, sont inscrits dans un monde local le plus souvent, et donc se pose évidemment la question de la valorisation. La première question qu'ils se posent, c'est la valorisation de leur production, et donc sont beaucoup moins attirés, ou en tout cas spontanément, par les valorisations qui pourraient venir de l'étranger, voire de l'internationalisation des activités. Surtout quand cette internationalisation n'a pas simplement vocation à exporter, mais aussi à produire dans d'autres pays. Alors j'ai donné tout simplement une illustration tout à l'heure. Comment imaginer par exemple qu'on entretienne une marque comme celle de Florette si on n'était pas capable de remplir les rayons des magasins toute l'année? Et pour répondre à cette équation, il faut nécessairement investir et produire dans d'autres pays que la France, puisque les conditions pédoclimatiques françaises ne permettraient pas d'avoir des salades toute l'année. Donc il y a de toute façon, pour un certain nombre de produits, la nécessité d'avoir recours à ce type de pratique. Mais si on va au-delà et si on prend les grandes matières premières, on est obligé de s'intéresser à la manière dont sont transformées ces grandes matières premières, que ce soit pour les céréales dans le malt ou que ce soit dans le sucre, qui est un marché totalement mondialisé. Et on voit bien qu'un acteur qui serait présent sur un seul et unique marché local se priverait de beaucoup d'opportunités. Il faut avoir à l'esprit que la taille des acteurs, que l'on soit en amont du monde coopératif ou en aval du monde coopératif, est infiniment plus grande. J'ai cité tout à l'heure la taille des grands semenciers, des grands producteurs d'engrais. Je pourrais citer la taille des grands négociants en grains, par exemple, les fameux ABCD. Aujourd'hui, leur taille est infiniment plus grande que celle même de la somme des 50 premières coopératives françaises. Donc, on voit bien qu'il y a un rapport de force qui n'est pas favorable et donc pour lequel celui qui n'a pas une capacité à être mondial demain aura beaucoup plus de difficultés à, encore une fois, émerger sur les endroits où les marchés sont en croissance et donc précisément les marchés des pays émergents. La question qui est posée, la question de la relation avec les adhérents, que je n'ai pas directement abordée dans les exposés, en disant qu'il existe une grande variété d'adhérents et qu'on se trouve confronté à la difficulté où, au fond, il y a de très gros adhérents où si la coopérative ne fait rien, on peut imaginer que demain, ils pourraient s'intermédier eux-mêmes, autrement dit, aller sur les marchés et directement vendre leurs récoltes sur les marchés, même si d'ailleurs certains l'ont fait il y a quelques années avec la découverte d'Internet et pour beaucoup d'entre eux sont déjà revenus dans le monde coopératif. Mais c'est en effet un risque. Dans le même temps, on peut aussi avoir des coopératives qui sont confrontées à une multiplication de petites exploitations et pour lesquelles la réponse à l'adhérent, la réponse de soutien de la coopérative n'est pas forcément la même. Donc effectivement, c'est une difficulté pour les coopératives. Comment marier les attentes de producteurs qui sont aujourd'hui des producteurs de grandes exploitations avec des productions plus familiales? Moi, je crois qu'il faudra demain inventer des modèles qui permettront, pour ceux qui le souhaitent, de rester dans des structures de taille familiale. Ça passera probablement par des spécialisations de culture, ça passera par le bio, ça passera par un certain nombre de produits qui permettront de dégager des valeurs ajoutées sur des surfaces plus réduites. Ceci n'étant pas exclusif d'un système beaucoup moins intensif, mais sur lequel, effectivement, on trouvera beaucoup plus de grandes exploitations. Et je crois que les équipes dirigeantes de coopératives auront de toute manière à gérer cette dualité. Il n'y a pas de réponse absolue, mais il faudra être capable demain d'entretenir des structures familiales au même moment où on a des structures plus grandes qui, elles, souhaiteront continuer à avancer dans une autre direction. Alors, l'ubérisation, y a-t-il pas un risque de voir disparaître les coopératives à terme? Je n'ai pas utilisé ce terme ubérisation, j'y ai pensé, je l'avais en tête dans ma préparation. C'est vrai que demain, et je viens de donner une illustration aussi, demain les coopératives peuvent se trouver menacées par l'arrivée de nouveaux entrants qui vont désintermédier, qui vont changer la relation. Bon. Alors, on est quand même sur des matières, retenez quand même que l'ubérisation aujourd'hui, elle touche beaucoup les services.
on est quand même sur des matières premières agricoles où les enjeux sont certes la mise en relation d'un client et d'un fournisseur, mais pas simplement. Il faut produire, il faut transformer, il faut transporter, c'est souvent lourd, il faut stocker. Donc on est sur une chaîne de valeur qui n'a pas exactement la configuration idéale pour arriver à ce qu'on appelle l'ubérisation, même si on peut imaginer demain la mise en commun d'un certain nombre d'outils, et c'est déjà le cas d'ailleurs, hein, l'ECUMA par exemple, c'est une forme d'ubérisation hein, des machines. Donc on peut peut-être demain avoir la possibilité de mieux optimiser un certain nombre d'outils grâce à des mises en relation qui se feront au travers de nouvelles technologies. Mais de là à dire que l'ubérisation va totalement exclure le monde coopératif, je ne suis absolument pas persuadé de cela. Écoutez, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Ah, il y a d'autres questions. Alors, le taux de fidélité des adhérents, est-ce que la volatilité s'accentue par rapport aux négoces ou est-ce que les prix actuels temporisent le phénomène? J'ai parlé tout à l'heure, alors je n'ai pas de chiffres, hein, mais j'ai parlé tout à l'heure des changements de comportement. J'ai parlé tout à l'heure des gens qui avaient un petit peu oublié ce qu'était l'exclusivisme coopératif. J'ai parlé aussi de ceux qui s'étaient volontairement désintermédiés, qui avaient essayé par eux-mêmes de valoriser leur culture. Bon, on trouvera toutes sortes d'illustrations sur ce modèle et on trouvera en effet des agriculteurs, des exploitants qui ont choisi un modèle qui n'est pas le modèle de la coopération, et ça a toujours existé. La meilleure preuve aujourd'hui, c'est que pas mal de coopératives se sont intéressées à la reprise d'un certain nombre de négociants, tout simplement pour élargir la palette de leur offre et retrouver une relation qui est une relation sans doute un peu différente qui existe entre un négociant et un exploitant. Bon, je n'ai pas de chiffres, mais je ne vois aucune raison objective aujourd'hui pour lesquelles, dans un monde où on a besoin de sécurité, on a besoin d'une forme de solidarité, on a besoin de valeurs humaines, on a besoin de temps, je ne vois pas beaucoup de raisons pour lesquelles les coopératives seraient le mauvais choix par rapport à l'ensemble de ces contraintes qui pèsent sur le système agroalimentaire. Par conséquent, moi je ne suis pas très inquiet sur l'adhésion aux coopératives. Bien entendu, si les coopératives font leur travail, et les coopératives, pour faire leur travail, doivent valoriser les productions. Et pour valoriser les productions aujourd'hui, ce n'est pas simplement du prix qu'il faut être capable de mettre sur la table, mais c'est aussi de la valeur ajoutée. Et donc c'est une capacité à penser un projet, c'est une capacité à définir une stratégie, à la formaliser, à rechercher les partenaires, à aller chercher les financements nécessaires. C'est donc un ensemble beaucoup plus grand qui évidemment requiert beaucoup plus de compétences, donc on est aussi obligé de monter en compétences, mais un bon projet coopératif aujourd'hui est pleinement compétitif par rapport à toute autre forme de projet. Je crois que nous avons épuisé les questions, alors il me reste à vous remercier pour votre attention et simplement à vous dire que nous aurons sur ce même thème avec COP de France une séance sous forme de séminaire cette fois, qui se tiendra le 1er juin prochain et j'espère qu'un certain nombre d'entre vous viendront à ce séminaire où nous pourrons prolonger cet échange. Merci beaucoup, au revoir.